Eh bien, bonjour à tous pour ce cours numéro 9, toujours réalisé par Laurent Venet de la société Le Vol des Aigles, école de pilotage basée à Biscarrosse. Alors aujourd'hui, on va faire un cours avec un nom un peu barbare, c'est l'adiabatique. C'est-à-dire qu'on va comprendre à l'aide de ce cours comment se forment les nuages, parler aussi de processus de givrage, de points de rosée, ce qui va être très intéressant pour nous parce que le givrage en aéronautique, eh ben, c'est un phénomène qui est évidemment dangereux et qui peut avoir des conséquences sur la sécurité des vols. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, dans l'air, il y a souvent de la présence d'eau. D'accord? Alors, lorsqu'on a une masse d'air très sèche, eh ben là, il n'y a pas d'eau. Surface désertique, etc. Il y a une infime quantité d'eau dans l'air, mais il y en a toujours, hein, parce que même dans le désert, à l'aube, il y a toujours un petit peu de rosée, et c'est comme ça que la nature arrive à survivre. Sous nos latitudes, il est clair qu'on a beaucoup de présence d'humidité, et cette humidité, elle va être quelquefois invisible à l'œil, visible, même palpable. Alors, l'état invisible, imaginez 1 mètre cube d'air actuel dans cette pièce, il y a une présence d'eau. Cette eau, je ne la vois pas, donc elle est dans un état dit gazeux. Okay, donc c'est invisible à l'œil. Et pourtant, il y a une pourcentage d'humidité sous la forme de gaz non visible à l'œil nu. Vous prenez une douche, vous voyez la condensation qui apparaît, ce sont des mini gouttelettes d'eau, comme un nuage qui se forme dans votre salle de bain. Là, on est passé de l'état gazeux à l'état liquide, qui va être présent aussi sur la surface de votre miroir, qui va être présent sur la surface de la fenêtre. Donc là, on est passé de l'état gazeux à l'état liquide. Alors ça, c'est un phénomène connu qu'on appelle la condensation. Okay, donc on verra pourquoi il y a eu condensation. Ensuite, il y a un autre état, l'état dit solide. Eh bien, la glace, la neige, la grêle, on en a eu hier. Vous êtes bien au fait que durant ce mois de janvier, là, durant les 3-4 jours, on a une très mauvaise météo avec des phénomènes de grêle et même de neige dans les Alpes ou les Pyrénées. Donc pour passer de l'état liquide à l'état solide, on appelle ça la cristallisation. Okay, donc ça nous intéresse parce que la forme liquide, c'est une présence d'eau qui se transforme en glace sur la surface d'une aile ou même dans les carburateurs d'un moteur. On verra ça tout à l'heure, on va avoir vraiment un impact sur la sécurité des vols. Donc voilà, donc, je vous rappelle, l'état gazeux, liquide, solide, condensation, cristallisation. Jusqu'alors, rien de très compliqué. Rien de très compliqué par rapport à ça. Quelques définitions. Alors, on va définir 3 termes. L'humidité absolue, l'humidité saturante et l'humidité relative. L'humidité absolue, c'est quoi? C'est la quantité effective de vapeur d'eau, exprimée en grammes, contenue dans 1 mètre cube d'air. Et on prend 1 mètre cube d'air, tac, tac, tac. Dans ce mètre cube d'air, l'humidité absolue, c'est la quantité d'eau, exprimée en grammes, que contient ce mètre cube d'air. Ok? Définition. L'humidité saturante, c'est la quantité maximum de vapeur d'eau que peut contenir ce mètre cube d'air avant qu'il y ait saturation. C'est-à-dire, à partir de là, quand il atteint sa quantité de saturation, ce mètre cube d'air, il est incapable de contenir plus d'eau que de coutume, eh bien, il va transformer. C'est-à-dire que lorsqu'on atteint la saturation, on atteint ce qu'on appelle le point de rosée, c'est-à-dire le mètre cube d'air, il est plein, il dit, moi, je ne peux plus inclure de l'eau sans que je passe de l'état gazeux à l'état liquide, donc la condensation. Donc, sa solution, quand il est à la saturation, il va passer de l'état gazeux à l'état liquide. Donc, formation de gouttelettes d'eau. C'est ce qu'on appelle le point de rosée. Donc, et le point de rosée, on verra que ça va être la formation tout simplement aussi de nuages, de brouillards, de plein de choses. Donc, le point de rosée.
important. Et l'humidité relative, c'est le rapport exprimé en pourcentage entre l'humidité absolue, c'est-à-dire l'humidité que contient votre mètre cube d'air, sur l'humidité saturante, c'est-à-dire à partir du moment où on transforme l'état gazeux à l'état liquide. Elle va s'exprimer en pourcentage. On va dire que la masse d'air a atteint 50% d'humidité absolue. C'est-à-dire qu'elle est à la moitié de ses capacités d'absorption d'eau avant qu'il y ait évaporation, avant qu'il y ait condensation, avant qu'il y ait le passage de l'état gazeux à l'état liquide. Okay, donc, relisez ces définitions. Humidité saturante, absolue et relative. Okay, exprimée en pourcentage. Ce qu'il faut que vous reteniez par rapport à ça aussi, c'est que plus l'air est froid, moins sa capacité d'absorber d'eau en restant au stade invisible est possible. C'est-à-dire que plus cette masse d'air est froide, moins elle peut absorber d'eau avant de passer à la condensation. À l'inverse, plus il fait chaud, plus ce mètre cube d'air est capable d'absorber de l'eau sans qu'il y ait condensation. Exemple typique, là, l'hiver, vous sortez, il fait 3 degrés dehors, vous faites ça, il y a de la vapeur d'eau dans l'air que vous expirez, eh bien, il va y avoir formation d'un petit nuage, là, qui ensuite va disparaître, mais de buée à la sortie, formation de gouttelettes d'eau à la sortie de votre bouche. Donc ça, c'est plus l'air est froid, moins il peut tenir d'eau sans qu'il y ait transformation, sans qu'il y ait condensation. À l'inverse, plus il fait chaud, comme je vous ai dit, je me souviens, moi, d'aller dans des pays très chauds et très humides, Djibouti, proche de l'équateur. Vous sortez, il fait très chaud, il n'y a pas de nuages, partons, immédiatement, vous sentez de l'humidité, vos vêtements ne sèchent pas, ils sont imprégnés d'humidité. C'est-à-dire qu'il y a présence d'eau, invisible, mais sous la forme de vapeur, qui peut être absorbée dans ce mètre cube d'eau parce que sa température, elle est élevée. Okay, donc ça, il faut que vous reteniez. Air froid, capacité d'absorption d'eau sans qu'il y ait condensation faible. Inverse, air chaud, capacité de condensation, d'absorption d'eau sans qu'il y ait condensation beaucoup plus accrue. Donc cette saturation, on prend par exemple un mètre cube d'air là à Biscarrosse qui a une capacité en gros à 15 degrés Celsius, capacité d'absorption d'eau c'est environ 12,70 grammes d'eau. C'est-à-dire au-delà de ça, eh bien, on va transformer l'eau en état liquide, formation de gouttelettes d'eau, et en dessous, on va rester à l'état invisible. Donc, imaginez-vous aujourd'hui, ici, on va avoir une formation de nuages, par exemple, il fait 15 degrés, la masse d'air à 12 grammes et quelques, elle n'a pas encore atteint son point de rosée. Il y a une masse d'air qui arrive de l'océan chargée d'eau, en provenance de l'ouest. Elle arrive, il va y avoir formation de nuages parce que les quelques grammes qui vont arriver sur la côte ne peuvent pas être absorbés puisque la masse d'air ne fait que 15 degrés. Et donc, il va y avoir formation de nuages sur le côté. Par exemple, ça, c'est ce qu'on appelle les rentrées maritimes. Donc, regardez sur vos cartes VAC. Les cartes VAC, je vous rappelle, ce sont des cartes pour ceux qui ne sont vraiment pas familiers à ça, qui sont attribués à chaque aérodrome avec les procédures d'arrivée, de départ, de tour de piste, d'altitude, de fréquence radio, etc. Et bien dans les remarques particulières à l'arrière, on marquait « Attention, terrain susceptible d'être envahi par des rentrées maritimes ». D'accord ? C'est ça, c'est une masse d'air humide qui arrive sur la côte et la température sur le côtier n'est pas suffisante pour absorber l'humidité supplémentaire qui arrive. Et bien, boum, formation de nuages. Okay ? Donc ça, c'est lié à l'eau. Donc, il peut y avoir condensation par une arrivée supplémentaire de masse d'air humide. Il peut y avoir condensation aussi par un abaissement de la température. Ça, par exemple, c'est la formation des brouillards matinaux. C'est-à-dire qu'il fait nuit, le ciel est clair, vraiment clair. La température, elle, durant la nuit, ne cesse de chuter jusqu'à 30 minutes après le lever du soleil. C'est-à-dire qu'il fait jour, il fait très beau, c'est l'hiver, c'est ciel bleu. Et puis 30 minutes après le lever du ciel, boum,
vous avez une formation d'un brouillard qui, celui-ci, va être persistant et qui va peut-être se dissiper vers midi, 13h, c'est-à-dire au moment où la température est la plus élevée. Alors, sans parler, l'hiver, c'est Z-1 par rapport au coucher du soleil, Z plus 2 en été. Bon, bref, je ne parle pas de local ou de Zoulou, mais dissipation des brouillards matinaux suite à une augmentation de température. Donc attention à ça, parce que l'hiver, vous voulez faire un convoyage, vous décollez tôt, il fait beau, vous décollez lever du soleil, vous dites c'est tout bon, vous retrouvez en l'air, et là, poum, vous êtes au-dessus, puis d'un coup, vous voyez une formation en basse couche de brume. C'est ce phénomène, c'est-à-dire que la température, elle, va continuer de chuter 30 minutes après le lever du soleil. Donc attendez bien, vraiment, si l'air est humide, ces phénomènes, pour être sûr que vous n'allez pas avoir de brouillard. On verra tout à l'heure sur les relevés météo comment on peut vraiment se prévenir de ce type d'événement. On peut avoir aussi une formation de nuages liée à la détente. On appelle ça la détente adiabatique. C'est-à-dire que vous imaginez une montagne comme ça, l'air arrive, contourne, monte, s'élève et redescend. Le fait qu'il s'élève va provoquer une accélération de la vitesse du flux de l'air. C'est-à-dire c'est le principe du tuyau d'arrosage. La vitesse augmente, la pression diminue, Bernoulli, souvenez-vous, cours numéro 2, voire cours numéro 2, aérodynamique. Mais aussi, il y a un autre phénomène, c'est quand on fait augmenter la vitesse et diminuer la pression d'un fluide, comme l'air, la température va diminuer. Donc la température diminuant, pareil, les capacités d'absorption d'humidité dans le volume d'air vont réduire. C'est pour ça que généralement sur les îles, vous voyez la formation de nuages qui accroche les cimes des montagnes. C'est tout simplement lié à une détente adiabatique de la molécule d'air qui monte sur le relief, accélère, qui a de l'eau. Donc la formation d'un nuage qui contourne le sommet, qui redescend. Ensuite, dans la redescente, elle va se comprimer dans une masse d'air beaucoup plus chaude. Elle va se réchauffer, il va y avoir une dissipation du nuage. Donc ça, c'est les formations de nuages, par exemple, dans les îles ou alors tout simplement les Pyrénées, etc., qui vont accrocher les cimes du nuage. C'est lié à une détente adiabatique. Voilà comment on va avoir passé de l'état invisible, où il n'y a pas de nuage, à une formation d'un nuage stratiforme, on verra ça tout à l'heure, ou cumuliforme. Okay. Donc ce que vous reteniez, c'est que plus l'air chaud, plus on est en capacité de contenir de l'eau sans qu'il y ait un passage à l'état visible, sans qu'il y ait condensation, et à l'inverse, plus il est froid, moins on a une capacité de contenir de l'eau. Et le passage de cet état invisible à l'état visible, c'est ce qu'on appelle le point de rosée. Alors le point de rosée, nous, comment on va l'exploiter ? Alors on parle de givrage. Ce qui est important, c'est de pouvoir exploiter un rapport météo. Quand vous allez voler, qu'est-ce qui vous intéresse ? C'est la température extérieure, la température du point de rosée et l'humidité relative de l'air. Plus la température extérieure est proche du point de rosée avec une humidité relative de l'air assez élevée, plus vous avez des possibilités de givrage. Alors qu'est-ce que le givrage ? Je parle ici du givrage carbu. Vous avez un Rotax devant ou un Jabiru avec un carbu, mais généralement la plupart des gens aujourd'hui avec des carburateurs. Le rôle du carburateur, c'est de prendre de l'air, de prendre du carburant, de mélanger la totale et d'envoyer tout ça dans les cylindres via un tuyau qui va avec un papillon qui va gérer le flux d'air gazeux que vous envoyez, mélange air-carburant vers les cylindres, puis exploser, etc. Le moteur à combustion, je ne reviens pas dessus, les 4 temps, blabla. On verra ça plus tard lors d'un cours mécanique. Le problème, c'est qu'il prend l'air. Si cet air est humide et qu'il arrive au point de rosée, il va y avoir des gouttelettes d'eau. En plus, dans ce carburateur, il y a un phénomène petite Venturi, vous savez, de diminution de la section, je reviens tout à l'heure, qui va avoir un phénomène de baisser la température, en plus de l'eau que vous venez d'absorber, donc risque de formation de cristaux qui vont bloquer votre papillon, lié à la manette des gaz, qui commande le mélange carburant-air qui va vers vos cylindres et ensuite procurer la combustion et la propulsion et la traction de votre hélice. Donc ça risque de bloquer votre papillon. Alors s'il est bloqué plein gaz, à la limite c'est pas très grave, c'est moins grave que s'il est bloqué plein réduit. Et là, bloqué plein réduit, vous allez remettre la puissance et le papillon il est bloqué, il y a de la glace et là c'est fini.
Vous êtes dans une situation où vous risquez de tomber en panne et de vous poser dans le champ, voire tirer un parachute, ou si vous êtes à proximité d'un terrain, de vous poser immédiatement sans moteur sur le terrain. Donc ça, c'est très important. C'est quand vous partez surtout en vol hivernaux, de regarder la température extérieure, la température du point de rosée et l'humidité relative de l'air. Alors il y a des abacs, qui sont très bien faits, que vous trouverez, vous demandez à vos instructeurs, qui vont vous déterminer des zones de givrage modéré, zones de givrage sévère, zones de non-givrage, etc., qui vous donnent la possibilité de partir en vol ou pas. Okay. Donc si vous partez en givrage modéré, je vous conseille plutôt de rester en tour de piste, dans le cône de finesse max de votre terrain, mais d'éviter en givrage sévère de partir en navigation, d'éviter de faire des descentes moteur plein réduit. Et il existe aussi des dispositifs vraiment qui vont vous protéger un peu du givrage, c'est la réchauffe carbu, c'est-à-dire on ferme les admissions d'air qui prennent de l'air à l'extérieur humide vers vos carburateurs, on va prendre de l'air dans l'habitacle du moteur, de l'air chaud, qui vont vraiment diminuer les phénomènes de givrage de vos carburateurs. Donc ça, c'est important. J'entends souvent dire aussi, ouais, il fait -5 dehors, ça givre, je pars pas. Mais c'est pas forcément vrai, parce que s'il fait -5 avec une humidité relative très très faible, ce qui est le cas en hiver où, vous savez, vous respirez, vous sentez que l'eau qu'il y a dans vos narines se givre instantanément, l'air est très sec, et ben là, il n'y a pas de possibilité de givrage. Donc pareil, il peut y avoir -5 avec un point de rosée à -15 ou des choses comme ça. Là, il y a un tel écart qu'il n'y a aucun risque de givrage. Donc température négative ne veut pas dire forcément givrage. C'est lié à un écart entre la température extérieure et le point de rosée et la température de givrage, et donc le point de rosée et l'humidité relative de l'air. Ça, vraiment, soyez attentifs à ça et comprenez bien cela. Ok, donc le givrage carburateur. Maintenant, on va définir ce qu'est une masse d'air stable et une masse d'air instable. Alors, une masse d'air stable, c'est quoi? C'est en gros une masse d'air où il y a très peu de variation d'air dans l'axe vertical. C'est une masse d'air qui est plutôt laminaire, stable. Les nuages liés aux masses d'air stables sont plutôt des nuages de type stratiforme, c'est-à-dire très peu développés verticalement. Alors, pourquoi? Alors, on va prendre cet exemple. Vous imaginez la surface du sol, la température extérieure 10 degrés, rayonnement d'une masse d'air ici qui fait 10 degrés. Alors, si elle est chaude, elle va s'élever, et en s'élevant, elle va diminuer de température. Normal. Souvenez-vous, la masse d'air en atmosphère standard, on perd 2 degrés par tranche de 1000 pieds en élévation. Elle monte parce qu'elle est plus chaude que la masse d'air globale qui l'entoure. Elle va arriver à son point de rosée qui est 9 degrés. Elle va libérer de l'eau, si elle a de l'eau. Elle va former un nuage, mais elle va arrêter de monter. Pourquoi? Parce que sa température est égale à la température de la masse d'air qui l'englobe. Donc elle va arrêter de s'élever, puisque elle a atteint quasiment la même température, voire elle est plus froide. Donc elle va redescendre. Et en descendant, elle va se réchauffer, ou elle a libéré toute son eau, ou elle a une capacité de maintien sous le stade de gazeux de cette. Donc il va y avoir formation d'un nuage de type stratiforme, et non plus, on verra tout à l'heure, une masse d'air instable qui, elle, va continuer de libérer de l'eau. Donc le nuage qui caractérise une masse d'air stable, c'est un nuage du type stratiforme, avec des nuages plutôt en basse altitude, c'est-à-dire que proche du sol, ou on verra altocumulus, altostratus, machin, plus tard, mais strate, donc masse d'air plutôt stable. Okay. Alors stable, instable, ça n'a rien à voir avec une perte de contrôle ou des choses comme ça. Là, c'est une masse d'air stable. Alors masse d'air instable, c'est l'opposé, on a du gradient, c'est-à-dire que la masse d'air globale, par rapport à cette molécule source qui va s'élever, eh bien, il y a des fortes différences de température, ce qui fait que la masse d'air qui s'élève est toujours plus chaude que la masse d'air qui l'entoure. Donc elle va continuer de monter. Et si elle a l'eau, elle va libérer. Et là, on va avoir la formation d'un nuage du type cumuliforme. Cumuliforme, vous savez, ces nuages type chantilly
que vous voyez plutôt l'été. Voilà, ça ressemble à un dinosaure, un machin, ce que vous voulez voir. Mais c'est beau nuage en chantilly. Donc ça, c'est plutôt des masses d'air du type instable avec des nuages du type cumuliforme, dont le nuage de référence est le cumulus. Okay. Donc comment ça se forme? Eh bien, cette masse d'air là, elle s'élève, elle est toujours plus chaude que l'extérieur, elle atteint son point de rosée, elle libère de l'eau, elle a toujours de l'humidité, elle continue de monter, parce qu'il y a du gradient. Il y a une différence de température plus froide que celle-ci, qui est plus chaude, qui continue de monter et libérer de l'eau tant qu'elle en a. Donc, plus il y a de gradient, plus il y a d'humidité, plus on va avoir un développement vertical. Le nuage le plus impressionnant, qui libère vraiment de l'eau parce qu'il y a un fort gradient, le fort gradient, c'est surtout en été, quand il a fait très chaud dans la journée, quand l'air est humide, c'est le cumulonimbus, d'accord? Donc ce nuage dangereux, il ne faut pas voler quand il y a un cumulum à proximité de votre aérodrome parce qu'il va générer des tempêtes de vent, de la grêle, de la foudre, et puis des phénomènes de turbulence vraiment et d'ascension non maîtrisée. C'est-à-dire vous retrouvez là-dedans. Moi, je me souviens d'une histoire quand j'avais 14 ans, d'une jeune femme qui s'est retrouvée en plein air dans un cunard. Elle est rentrée dedans, elle a sorti les arts à frein, piqué, elle n'a jamais piqué, elle est ressortie du cunard, tiré le parachute. On l'a retrouvée congelée à des kilomètres de là, décédée évidemment. C'est des nuages vraiment très, très, très dangereux, le cumulonimbus. Okay. Donc ça, c'est les caractéristiques des masses d'air instables. Donc, on va pouvoir faire une classification masse d'air stable, masse d'air instable avec les nuages associés. Avec l'altitude, c'est-à-dire basse couche, moyenne couche, haute couche. Alors, basse couche, l'étage inférieur, sur une masse d'air plutôt stable, le nuage qui le caractérise, c'est le stratus. Masse d'air instable, c'est le cumulus. Pour l'étage moyen en altitude, à partir de 2000 mètres, on va avoir toujours le stratus cumulus, et on va mettre des préfixes devant. Donc, les préfixes, ça va être en haute altitude, cirro, et au milieu, ça va être alto. Et là, on va mettre tout ça dans le préfixe vers alto stratus, cirro stratus, alto cumulus, cirrus cumulus. Cirro cumulus, pardon. Cirro cumulus. Cirro stratus, alto stratus, alto cumulus. Okay. Ensuite, ces nuages à l'opposé de l'air instable avec un fort développement vertical, ça sera le cumulonimbus. Et d'une masse d'air stable, c'est son nuage où on rentre dedans en basse couche et on en sort à 40 000 pieds. Mais stable, c'est le nimbostratus. Ça, à Cambrai, en Mirage 2000, l'hiver, on rentrait dans la couche à 200 pieds, on rentrait le train, on coupait la PC, on montait, on sortait dedans avec 45 000 pieds. Du nuage stable, hein, c'est du nimbostratus. De l'épaisseur, comme ça. Voilà. Donc voilà ce petit cours qui va expliquer comment se forme un nuage, masse d'air stable, masse d'air instable. Le nuage représentant la cumulus, la masse d'air instable, le stratus, la masse d'air stable, le point de rosée, le givrage et le danger lié au givrage sur nos moteurs Rotax. Voilà pour ce cours numéro 9. J'espère qu'il vous a donné satisfaction, vous a un peu éclairci sur ce phénomène dit du point de rosée, de la condensation et de la cristallisation. Je vous souhaite une bonne journée, bon vol à tous et à bientôt pour un prochain cours.